toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle émission de Sans filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous accueillir une nouvelle fois et de nous permettre d'installer ici notre studio. Permettez-moi aussi de saluer nos partenaires, Orange, représenté aujourd'hui par Anthony Parmentier. Remerciements également à l'artisan joaillier Bianchi. Bonjour Alexandre. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel Y-Vision et son dirigeant Grégory Retter. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast sur les différentes plateformes musicales et de podcast. Et elle fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Comme chaque mois, j'ai donc le plaisir d'accueillir une personnalité politique, ou non, issue parfois de la société civile, sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, sur les enjeux politiques et économiques du moment. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons un ancien ministre de la Santé, François Braun. Bonjour François Braun. Bonjour. Bien merci installé. Pour cette invitation. Je vous en prie, merci de l'avoir accepté. Donc François Braun, vous êtes mosellan d'adoption, parce que je crois que vous êtes originaire de Belfort. Vous êtes actuellement conseiller auprès de la direction générale du CHR de Mestionville. Vous êtes bien évidemment médecin urgentiste, on le sait. Vous avez exercé notamment au CHRU de Nancy, puis au CHR de Mestionville, où vous avez été chef des services urgences de Mercy à partir de 2010. 2009, oui. 2009. Une spécialité, donc les urgences, qui vous ont amené à présider le syndicat SAMU Urgences de France à partir de 2014. Et puis en 2022, après la crise sanitaire, durant laquelle vous avez d'ailleurs officié au CHR, donc en 2022, Emmanuel Macron vous appelle pour devenir son ministre de la Santé. Donc, alors l'histoire est un tout petit peu plus antérieure, si je peux me permettre. Ça a commencé un peu avant. Ça a commencé un petit peu avant, au moment de l'élection présidentielle. La première ? La deuxième. La deuxième, donc on est bien en 2022, 2021, 2022. Voilà, donc où là, fin 2021, je suis contacté par l'équipe du président de la République pour préparer la campagne et préparer en tout cas les sujets de santé. Mais vous étiez référent santé de la campagne. Voilà. C'est ça. Et puis bon, après je suis retourné à l'hôpital tranquillement. Et la Première ministre m'a contacté. Elisabeth Borne, voilà, qui est nommée en juillet 2022. Alors voilà, on va parler de grands sujets, mais on va aussi parler, j'allais dire, un peu de connaître un peu on va profiter de votre présence pour découvrir un peu les coulisses aussi de la politique nationale. Alors comment ça se passe quand c'est comme ça, qu'en juillet 2022, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne vous choisissent? Qui vous appelle? Est-ce que c'est le secrétaire général de l'Élysée? Est-ce que c'est la Première ministre? Non, c'est la Première ministre qui m'appelle le samedi soir à 23h30. Et ça m'a quand même un petit peu marqué, en me disant, ben voilà, on a pensé à vous pour être ministre de la Santé et de la Prévention. Le terme prévention est important. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à cela. Je l'avais rencontrée précédemment, parce qu'elle m'avait confié une mission sur la crise des urgences. Ouais. Donc je l'avais rencontrée, elle avait accepté l'ensemble des propositions, et puis donc quelques jours après, elle me contacte. Donc j'ai beaucoup discuté, bien sûr, pour savoir exactement quels étaient les objectifs, et puis j'ai fait quelque chose qui, paraît-il, ne se fait jamais, mais je suis désolé, c'est que j'ai demandé la nuit pour réfléchir. D'accord. Voilà. Normalement, on me dit après, non, mais il faut répondre tout de suite. Voilà. J'ai dit, bah non, je ne pouvais pas répondre tout de suite, donc j'ai demandé la nuit. Vous avez dormi durant cette nuit-là ou non, pas? Très peu. très peu. J'ai d'abord demandé à mon épouse ce qu'elle en pensait. Bon, voilà. Et ensuite, j'ai appelé mon frère, qui est médecin également, et puis 2 amis proches qui sont médecins, pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette proposition. Bon, tous m'ont dit d'y aller. Donc le matin à 7h, j'ai renvoyé un message à Elisabeth Borne en lui disant « c'est d'accord bon. ». Et après, on attend. Oui, pourquoi? Ah oui, parce que paradoxalement, c'était combien? Voilà, parce que j'ai plus le calendrier en tête, entre le samedi soir et la... Ça, c'était le dimanche matin, donc je confirme mon accord, mais on m'explique bien que tant qu'il n'y a pas d'annonce sur le perron de l'Élysée, rien n'est sûr. Ça peut encore changer. Et elle est arrivée combien de temps après, combien de jours après l'annonce officielle? Alors, elle est arrivée, c'était dès le lendemain matin, mais ce que je ne savais pas, et heureusement qu'une amie qui était l'épouse d'Aurélien Rousseau, voilà, qui m'a appelé le dimanche soir en me disant « bravo, c'est super », etc. Je la rappelle en disant « mais je fais quoi ?» Elle me dit il faut que tu sois à Paris demain matin pour la passation de pouvoir. Oui, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Donc j'ai pris le premier train, heureusement qu'il y a plein de TGV de Metz, le lendemain matin, et puis après vous êtes embarqué. Voilà, parce qu'au début, vous n'avez pas d'équipe, évidemment. Non, on n'a pas d'équipe, on constitue l'équipe très vite. Donc moi je l'ai constituée, c'est essentiel, hein, cette équipe, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je l'ai constituée assez vite, puisque l'équipe de la ministre précédente
Donc Madame Bourguignon, je connaissais déjà un certain nombre de membres de cette équipe, qui pour la petite histoire étaient déjà dans le pôle social de Matignon avec Jean Castex. Donc voilà, j'ai choisi tout de suite, valider le fait que j'avais une directrice de cabinet, un directeur de cabinet adjoint, et puis ensuite l'équipe se crée très rapidement. Et après, voilà, vous êtes pris dans le, je veux dire, dans le mouvement. On est pris tout de suite parce que j'ai tout de suite eu le mercredi, autant que je me souvienne, je crois que c'était le mercredi où il y a le Conseil des ministres, donc vous êtes tout de suite embarqué. Et puis ensuite, il y avait tout de suite la discussion d'un projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire. Donc on est jeté en pâture au milieu de l'Assemblée très vite. Très vite, voilà. Le premier Conseil des ministres, c'est un souvenir impérissable, c'est quelque chose de... Ou quel est votre plus grand souvenir Je n'oserais pas dire que c'est... Enfin voilà, je me souviens plus très bien du premier. Je pense que j'étais dans un état un peu second, mais c'est quelque chose qui est très formalisé, le Conseil des ministres. Vous savez, vous avez le chevalet avec votre place en fonction du protocole, vous êtes à tel endroit. Vous vous exprimez quand on vous donne la parole, hein. C'est pas la salle de classe où tout le monde discute. Vous pourrez confronter cette expérience qu'on a aussi un ancien ministre, Jean-Marc Todeschini, qui est assis dans le public, et vous pourrez peut-être après confronter vos premières impressions de l'époque. Donc vous restez 1 an et 16 jours, on reviendra sur, votre ce qui est beaucoup, sortie, ce qui est beaucoup ou peu, vous allez nous le dire. Donc vous avez évoqué un peu quelques souvenirs. Quel est... dans cette année passée avenue de Ségur, votre plus grande fierté, j'allais dire, votre plus grande réalisation ou votre pierre à l'édifice qui pour vous personnellement vous semble la plus importante? Il y a eu beaucoup de choses par rapport au système de santé. Je pourrais parler de l'application de la limite de l'intérim médical, hein, qui devenait quand même quelque chose d'extrêmement nocif pour le système de santé. Quand même un certain nombre de lois que j'ai réussi à faire passer, à l'unanimité d'ailleurs, hein, 3 lois à l'unanimité, malgré un Parlement divisé, que ce soit sur les interruptions accidentelles de grossesse, hein, les fausses couches. Mais pour moi, vraiment, le souvenir le plus marquant, ça peut paraître anodin, c'est d'avoir fait passer l'autorisation d'un médicament qui s'appelle le Kaftrio, qui est un médicament pour la mucoviscidose, qui permet de... On ne dit pas guérir, parce que les gens ont toujours cette mucoviscidose, mais qui permet de faire disparaître complètement les symptômes et d'avoir une vie normale. Et ce médicament était autorisé qu'à partir de 15 ans. Et je l'ai fait passer à 6 ans, après avoir reçu au moment de Noël une lettre remarquable d'une petite fille de 6 ans justement, qui a la mucoviscidose et qui me disait « J'aimerais vivre d'autres Noëls, donc s'il vous plaît... mettez en place ce médicament. Ça, pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Alors, c'est très discret, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'on était dans le concret et c'est permettre à des enfants de vivre normalement. Ouais. Et à l'inverse, non pas votre... Oh, quoi qu'on peut le dire, peut-être votre pire souvenir, mais avant d'aller sur le pire, peut-être votre plus grand, éventuellement, regret d'avoir pas pu mener une réforme ou pousser un Forcément, projet. Mais on pourra en parler. Dans le monde politique, on a une temporalité qui est extrêmement courte. On le voit bien et ça s'accentue avec les réseaux sociaux, alors que le monde de la santé a une temporalité qui est longue. On ne peut pas réformer le système de santé en 6 mois, ce n'est pas possible, même pas en 1 an. Donc ce que j'ai essayé de faire, en tout cas ce que j'ai fait dès le départ, c'est retourner la terre, planter et puis essayer que ça pousse. Alors forcément, on a un regret de ne pas être resté pour voir les premières pousses et faire la récolte, c'est certain, donc il y a cette notion de temporalité qui est un peu compliquée. Mais globalement, pas dire que je suis content de moi, mais en tout cas, j'ai pas de regrets, sûrement pas, des remords non plus, je pense, sur cette période. Alors après, on pourra trouver des choses que je n'ai pas faites ou que j'aurais dû faire, etc. Mais on a eu à gérer des passages assez difficiles, hein. On oublie un petit peu, mais il y a eu la crise du monkeypox, pour laquelle quand même l'OMS ensuite a défini la France comme étant le pays qui l'avait le mieux géré. On a eu la crise hivernale avec les pathologies hivernales, il y a eu toute la problématique autour des soignants non vaccinés. Enfin, on a eu à gérer un certain nombre de choses difficiles et in fine, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Alors, on en parlait en aparté, et puis c'est un peu le cœur de ce qu'on se dit là. Quel est aujourd'hui, avec le recul, votre regard sur le monde politique, déjà sur le fonctionnement de la machine d'État, même si vous la connaissiez un petit peu, vous étiez quand même un peu à l'extérieur, déjà sur la machine d'État et ensuite sur le monde politique, le personnel politique, le monde politique en tant que... La machine d'État est quand même quelque chose qui fonctionne particulièrement bien.
On peut dire que ça va pas assez vite, on peut mettre plein de blocages, mais on a quelque chose qui est très structuré, les décisions qui doivent être prises sont prises, et une responsabilité qui est énorme du président de la République, c'est ça qui m'a frappé. Il y a des hauts fonctionnaires qui sont des gens remarquables en termes de compétences, d'intelligence, de vivacité d'esprit. Après, effectivement, on est en France avec tout un système administratif ensuite qui est un peu lourd. C'est un peu difficile de faire bouger cette machine. Alors c'est tout à fait faisable, hein, mais il faut être présent, il faut être sur les sujets en permanence. Ça, je dirais que c'est pour toute notre machinerie qui finalement est quand même quelque chose qui marche bien. Après, le monde politique, il est compliqué en ce moment. Là, nous étions dans une situation où, sans majorité à l'Assemblée, donc forcément, c'est plus compliqué. Il faut effectivement construire des consensus, ce qui n'est pas le plus compliqué probablement dans les sujets de santé. J'ai l'habitude de dire que la santé n'a pas de parti politique. Enfin, il y a des choses qui sont pragmatiques, même si il y a des dérives par moment contre lesquelles il faut lutter. Ce n'était pas très simple. Les discussions sur le budget ont été houleuses. Vous avez pu le suivre. Les 49.3 aussi. Donc ça, c'était un petit peu plus difficile à gérer. Donc on a un Parlement globalement qui fonctionne bien, une Assemblée nationale qui est compliquée de par les extrêmes et de par cette volonté de... On m'a expliqué assez vite en fait que les questions qui étaient posées, c'était parfois simplement pour faire la capsule vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux et qu'on n'écoutait pas les réponses. En tant que scientifique, on me pose une question, j'ai à cœur de donner la bonne réponse, mais finalement on se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose. Les discussions en commission sont différentes. Commission des affaires sociales de l'Assemblée, on a plus le temps, on peut plus s'expliquer. C'est plus constructif, quoi. Il n'y a pas le jeu de théâtre que peut être parfois les... Et puis le Sénat, c'est une chambre aussi différente dans laquelle on peut effectivement aller plus au fond, même dans les discussions. Est-ce qu'on vous accompagne, justement, on vous a accompagné, vous issus de la société civile, enfin vous aviez un conseiller politique, j'imagine, ou pas oui, alors parlementaire, parlementaire pour éviter les choses trappes, éventuellement Oui, alors c'est une découverte brutale. C'est une découverte, même, oui. Parce que... Puis, bon, après, on se rend compte assez vite. C'est vrai que la première fois que vous rentrez en bas de l'hémicycle pour vous asseoir sur les bancs des ministres, c'est impressionnant, puisque vous avez devant vous l'ensemble de la représentation de la nation. Donc c'est pas rien. Bon, après, on se rend compte que c'est par moments un peu la foire. Hein, donc ça détend un petit peu. Et puis il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, parce que j'avais un stress au départ, qui est ces fameuses questions au gouvernement. Donc les questions au gouvernement, vous avez alors le député a 2 minutes pour poser sa question, vous avez 2 minutes pour répondre. Après, il y a le petit jeu, s'il n'a pas utilisé ces 2 minutes, il peut revenir après. Donc, si un député ne pose la question qu'en 1 minute, il faut comprendre qu'il vaut mieux répondre en 1 minute pour pouvoir lui répondre après. Enfin, il y a plein de petites articulations comme ça. Donc ça, on vous explique. Mais ce qui était très difficile pour moi, c'était finalement de commencer par la conclusion. Je vous explique. Vous avez 2 minutes. Donc, en 2 minutes, vous n'avez pas le temps de faire introduction, développement, conclusion. Or, dans le milieu médical, on a été formé à ça. On a été formé à analyser la situation, puis arriver in fine à un diagnostic. Et bien là, dans la politique, il faut terminer par la conclusion. Puis après, vous poser le diagnostic éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu difficile. En tout cas, pour moi, c'était difficile en gymnastique d'esprit. Et puis, les questions au gouvernement, souvent, quand vous avez un conseiller parlementaire brillant, et c'était le cas du mien, vous aviez le thème, quel que soit le parti, un petit peu avant. Mais pas toujours. Et c'est vrai que c'est un peu stressant, parce que vous pouvez être interpellé sur une question où vous n'avez pas la réponse. Et c'est Roselyne Bachelot qui m'a donné la solution. Donc elle me dit, mais t'inquiète pas, tu commences par remercier le député pour la question, tu répètes la question autrement, déjà tu as gagné 1 minute, 1 minute 15, et puis ensuite tu prends un mot dans la question, tu tournes autour et c'est réglé. Alors, j'ai jamais eu besoin d'utiliser cette technique, mais le fait de l'avoir en tête m'a détendu dans les questions au gouvernement. Oui, finalement, voilà, c'est plus, encore une fois, un jeu de rôle, en tout cas, ces questions au Parlement sont plus mais c'est vrai que quand vous défendez une loi, c'est compliqué. Hein. La première loi, la première semaine, j'étais sur le banc pour défendre la sortie de l'urgence sanitaire. 2 articles. L'urgence sanitaire liée au Covid, hein, c'est ça? Liée au Covid. 2 articles, c'est pas très compliqué. J'ai absolument rien compris quand le premier article a été rejeté par l'Assemblée. Je le dis, c'est arrivé, donc j'avais mon conseiller derrière moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on vient de se faire rejeter un article. Bon, après, le Sénat l'a repris, etc., mais ça va tellement vite par moment que tant qu'on n'a pas un petit peu les codes, hein, les règles, il faut quand même s'y... Oui, vous n'aviez pas les codes, les règles, etc. Ouais. Alors, est-ce que c'est...
cette absence de code de règles qui fait que, j'allais dire, finalement, vous n'êtes tenu, pardonnez-moi l'expression, qu'un an, parce que voilà, c'est ce que même certains, malheureusement, pour vous, de votre majorité, regrettez que vous n'ayez pas le sens politique, mais finalement, c'est normal que vous n'ayez pas le sens politique. Oui, que vous je le revendique, vous le revendiquez quelque part. Ouais. Oui, tout à fait, et je l'ai toujours revendiqué. Vous savez, il y a une tribune dans Le Monde, il n'y a pas très longtemps, où la personne qui écrivait regrettait le fait que la société civile ait disparu un petit peu de notre politique actuelle. Et je suis vraiment de cet avis. Je trouve dommage. Alors, ce qu'il faut, c'est, si vous avez un ministre de la société civile, il faut qu'il soit bien entouré politiquement. Ouais. Parce qu'il y a quand même des règles dans ce monde qui sont importantes, des règles que j'ai apprises au fur et à mesure. Et c'est vrai que si j'avais pu les connaître un petit peu avant, ça aurait été plus facile. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que la Première ministre n'a pas voulu que je reste. Mais en tout cas, voilà. Mais comment dire, la richesse de la vision des gens issus de la société civile, ce n'est pas un gros mot en politique. Je trouve qu'elle est vraiment importante. Après, bon, voilà, ça change. Quand je vois les ministres de la Santé depuis, finalement, je suis resté assez longtemps. Oui, ah non. L'absence de sens politique, ça voulait dire quoi, selon vous? On vous attendait, ou certains vous attendaient plus sur des sujets plus politiques, voire polémiques, et sortir de son champ... de son champ d'intervention, de sa spécialité, c'est là-dessus qu'on vous attendait? Non, alors je ne pense pas, parce que vous savez, la communication d'un gouvernement est très contrôlée par Matignon. Donc vous demandez à vous exprimer, on vous valide ou on ne valide pas, à part quelques ténors. Là, on peut dire, voilà, sans dévoiler de secret, les grandes interviews écrites, par exemple, où voilà, vous devez avoir l'accord de Matignon, elles sont souvent relues par Matignon, par exemple. Alors, la relecture, assez peu quand même, assez peu. J'avais une responsable communication, vraiment une femme de très grande qualité qui savait faire les choses. Okay. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Les prises de parole télé, etc., c'est validé? Ça, vous demandez l'autorisation avant, ça c'est sûr. Quand vous n'êtes pas Gérald Darmanin ou autre qui dit de toute façon j'y vais, et voilà, bon, vous demandez un peu l'autorisation avant. Mais je ne pense pas qu'on m'attendait tant sur ces sujets. Je pense que la question est vraiment aussi la question de temporalité que j'ai analysé plutôt après. C'est-à-dire, je me projetais à chaque fois sur du temps long, parce que je sais qu'il faut faire du temps long. Et ce qui est attendu par les politiques, ce sont des réponses à délai court. Parce qu'il y a besoin de montrer, entre guillemets, à la population française qu'on fait des choses, qu'on avance, etc. Et je pense que c'est ça qui est difficile quand on vient de la société civile, d'accepter de faire des annonces à court terme, en sachant parfaitement que ça ne marchera pas. Que ça ne marchera pas ou que ça aura des effets très long terme. Mais faire ce côté d'annonce pour toujours alimenter la discussion dans le monde politique. Avoir des victoires rapides, comme on dit parfois, des quick wins, comme on dit parfois, voilà, c'est de pouvoir annoncer rapidement des choses concrètes. Quand vous êtes de la société civile, quand vous êtes a priori avec une formation scientifique, j'ai du mal à dire des choses que je sais ne pas être justes. Pas forcément fausses, mais ne pas être justes. On va comme ça, encore une fois, revenir sur certains dossiers, mais sur la sortie, justement, vous nous avez raconté un peu comment s'est passée votre entrée, comment s'est passée la sortie. Alors, il y avait aussi un peu de rumeurs qui circulaient depuis quelques temps. On savait qu'il allait y avoir un remaniement. Il y a eu 2-3 noms qui circulaient de quelques ministères dont on pouvait supposer qu'ils étaient la sortie, effectivement, il y a eu toute une période de plusieurs semaines. De lui part pas, on est content. Ça dur à vivre, ça? Non, moi je m'en fiche complètement. C'est vrai? Oui, vraiment. J'ai réuni mon équipe, j'ai dit écoutez, on arrête de faire des suppositions de l'un et de l'autre, on a du boulot, on continue à bosser. Le matin même, j'étais sur un média télévisé, voilà, moi j'ai pris ma ligne, j'ai continué. Après, c'est brutal, oui et non, c'est-à-dire que on sait, quand vous acceptez ce poste, vous savez que ça peut se terminer du jour au lendemain. Bon. Quand j'ai vu sur mon téléphone le numéro d'Elisabeth Borne, je savais qu'elle n'appelait que les ministres dont elle se séparait, donc on a vite compris la chose. Bon, voilà, après, on accepte les choses, on part, on revient, il n'y a pas de souci. C'est très violent pour l'équipe, par contre. Parce que, ministre, a fortiori, j'ai un métier, donc je savais ce que j'allais faire après, il n'y a pas de problème. Mais pour toute l'équipe du cabinet, c'est d'une heure à l'autre. C'est très, très violent, vraiment. Ils essaient de sauvegarder quelques fichiers de leur ordinateur. Une heure après, l'administration vient, efface les ordinateurs. Vous avez d'énormes poubelles dans les couloirs. Il faut mettre tous les dossiers dedans. Enfin, ça va très, très vite. Et pour la petite histoire, le seul mail qu'ils ont reçu,
de l'administration, ce n'est pas merci pour votre travail, c'est nous sommes le 24 du mois, la paye étant déjà partie, vous serez payé jusqu'à la fin du mois, mais le mois prochain, nous reviendrons vers vous pour le remboursement des jours non faits. D'accord, oui. C'est d'une brutalité terrible, terrible. Alors, bon, heureusement, j'ai eu assez vite Aurélien Rousseau au téléphone, et il était à Londres, donc le temps qu'il revienne. Donc on n'a pas fait la passation le soir, on a fait la passation le lendemain, ce qui nous a permis de faire une soirée sympathique avec toute l'équipe le soir même. Le président de la République, vous avez eu alors peut-être pas trahir de secret ou le secret des conversations, mais un petit mot de sa part? Il m'a appelé, oui. Ouais. Il m'a appelé après la Première ministre, et nous avons échangé, comme j'ai toujours fait avec lui, de façon extrêmement ouverte et sympathique. Donc je vous ai interrogé sur votre regard sur le politique. Est-ce que ça a changé aussi votre regard, toujours sur le monde politique, j'allais dire, de professionnel de santé maintenant, parce que vous étiez, je l'ai dit en introduction, vous avez occupé des fonctions syndicales, donc vous aviez certaines revendications. Est-ce que du coup maintenant vous êtes moins dur, j'allais dire, avec le monde politique, moins revendicatif, parce que vous savez qu'on ne peut pas tout ne peut pas se régler justement en 15 jours? Mais je pense que ça, c'est la vraie richesse de cette expérience. Alors je donne souvent un exemple quand on me pose cette question. Et puis, dans des travaux que je faisais avant sur le leadership, j'utilisais aussi cet exemple. Vous prenez une caisse en carton, vous mettez à l'intérieur un cône de chantier par exemple. Vous faites un trou sur le côté, un trou au-dessus. Donc, quand j'étais professionnel de santé syndicaliste, j'avais la vision par le côté. Et quand on me demandait ce que je voyais, je disais je vois un triangle. Politique, vous avez une vision par le dessus, et vous voyez un cercle. Et quand vous avez ces deux visions, vous savez que c'est un cône à l'intérieur. Et je crois que ça, c'est très très riche. Ce qui me fait dire, in fine, que je ne sais pas si on parle de la santé par exemple, si le ministre de la Santé doit être un médecin ou doit être un énarque, pour faire simple, un administratif. Mais ce dont je suis certain, c'est que si c'est un médecin, il faut qu'il soit entouré d'énarques, et si c'est un énarque, il faut qu'il soit entouré de médecins. Cette double vision des choses est essentielle. Il n'y aurait rien de plus dangereux qu'un médecin entouré de médecins et un administratif entouré d'administratifs. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de précieux qui permet effectivement d'avoir une vision différente. Quand je recevais mes anciens collègues présidents de syndicats, eh bien, j'essayais de leur expliquer cette vision différente. Quelque chose d'assez simple, par exemple, je reçois les syndicats de praticiens hospitaliers qui me disent « ça ne va pas ». Oui, bon d'accord, ça ne va pas. On veut une réponse de votre part, etc. Je dis « d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez ?» « Ah ben, ce n'est pas à nous de proposer, c'est au gouvernement de proposer. » Je dis « non, voilà, il faut changer un peu les choses. Qu'est-ce que vous proposez ? Ensuite, on verra. » Sans trahir de secret, les discussions sur la convention médicale qui a abouti à un règlement arbitral, c'était combien il y a sur la table, me demandent les syndicats, question financière. Je dis, c'est pas là la question. Qu'est-ce que vous proposez ? Et après, mon travail de ministre, c'est d'aller chercher le budget parce que nous avons un objectif commun. Donc il y a toute cette petite gymnastique qui est intéressante quand vous avez été aux deux niveaux, qui manque peut-être un petit peu trop dans notre monde, pour le coup, de la société civile uniquement. Donc cette richesse que vous avez acquise, cette expérience, vous la mettrez actuellement au profit du CHR Metz-Thionville. Oui. On va y venir, juste pour terminer un peu sur cet épisode un peu ministériel et puis sur votre engagement aussi. Justement, est-ce que vous continuez déjà, est-ce que vous êtes vacciné de la politique entre guillemets, ou est-ce que vous suivez encore l'actualité politique, déjà première chose? Oui. Oui, toujours. Oui, ce que je ne faisais pas forcément avant. Donc, comme quoi donc plus d'ailleurs alors. Donc du coup, vous suivez plus. Oui, je suis plus. Alors après, peut-être plus aussi la politique d'une façon générale, pas que la politique de santé, parce que déjà connaissant un certain nombre d'acteurs, c'est toujours intéressant de les voir et d'étudier leur positionnement, la façon dont ils s'expriment et quels sujets ils choisissent. C'est forcément intéressant. Et puis les enjeux de la politique européenne et les enjeux des élections qui arrivent sont majeurs, et je crois que tout le monde doit s'y intéresser. Donc justement, est-ce que vous soutenez encore, parce que vous aviez travaillé pour la majorité, enfin le président de la République lors de sa campagne, vous avez été ministre donc, du président de la République, est-ce que vous êtes, ce que François Braun est toujours un soutien de la majorité présidentielle, enfin la majorité relative présidentielle actuelle? Oui, alors je ne suis pas encarté, je suis un adepte du en même temps, parce que je pense qu'effectivement, trouver un équilibre, c'est important, donc le en même temps se retrouve dans ce... Alors, on me demandait souvent, est-ce que vous êtes de droite ou est-ce que vous êtes de gauche? Je ne sais pas. Je suis un social-libéral ou un libéral social. Enfin, en tout cas, je me retrouve plus dans ce milieu qui peut paraître un peu flou, mais qui, pour moi, a des valeurs importantes.
Donc oui, bien sûr, je soutiens cette politique qui est une politique libérale parce qu'on a besoin d'entreprises, on a besoin de leur fonctionnement, mais qui est aussi sociale, et notre modèle social est un trésor qu'il faut préserver. Donc vous soutenez aussi donc, la liste menée par Valérie Ayé pour les européennes. Quel est votre regard? En tout cas, face aux extrêmes, oui. Ouais. Justement, quel est votre regard? On voit que cette liste, dans les sondages en tout cas, est largement à la peine, avec un Rassemblement national qui caracole en tête. Oui, c'est dramatique, c'est inquiétant. Je crois que le président de la République l'a dit hier quand il était en Allemagne. C'est très inquiétant de voir cette montée des extrêmes, ces montées des nationalismes au niveau européen, c'est pas que au niveau français, alors que dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la santé, et on l'a vu pendant le Covid, on ne peut s'en sortir que grâce à l'Europe. Et c'est le cas pour les pénuries de médicaments, c'est le cas pour beaucoup de choses. Donc oui, pour moi, c'est inquiétant. La remise en cause de l'aide médicale d'État, par exemple, par les extrêmes, c'est un scandale. Et en plus, c'est totalement absurde, parce que c'est contre-productif. Moi, ce qui me gêne dans les positions de l'extrême droite, pour être clair, c'est qu'il y a des annonces, on voit beaucoup qu'on est dans la communication, mais derrière, en tout cas en ce qui concerne la santé, il n'y a pas de plan, il n'y a rien, il n'y a pas de proposition constructive. Est-ce que François Braun peut s'engager encore davantage au niveau politique, soit au niveau local ou au niveau national? Vous savez, j'ai aussi l'habitude de dire que moi, mon métier, c'est médecin urgentiste. Alors j'ai eu une fonction, et c'était une fonction, ce n'était pas un métier, c'est d'être ministre de la Santé et de la Prévention. Alors, je n'ai pas demandé à être ministre, hein. Voilà, on est venu me chercher, entre guillemets. Je ne demanderai pas non plus d'autres fonctions. Je suis là, je fais partie maintenant du paysage. Mais susciter le suffrage, aller être candidat à une élection? Non, je n'ai pas non, de... pas, non, c'est pas... Vous n'avez pas attrapé le virus pour autant, quoi? Non, parce que je connais mes limites. On me l'a proposé de faire plein de choses, mais je connais mes limites. Je sais que j'ai une certaine vision plutôt humaniste de la société. J'ai des idées maintenant qui sont beaucoup plus arrêtées sur l'évolution du système de santé et comment on doit l'accompagner. Mais si vous me posez des questions précises sur l'économie, non. Sur la façon dont fonctionne une commune, j'y connais absolument rien. Enfin voilà, c'est pas mon métier. Vous ne connaissiez pas non plus le fonctionnement d'un ministère, pourtant... Oui, mais je connaissais le ministère et je connaissais le système de santé. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas me raconter d'histoire, que ce soit l'hôpital ou la médecine libérale. Donc vous êtes aujourd'hui maintenant au CHR Metz-Thionville, avec, si j'ai bien compris, une double casquette ou double fonction, parce que vous travaillez toujours aux urgences, dans le service de régulation, au SAMU, le service de régulation, et puis aussi conseiller du DG. Vous pouvez nous expliquer donc quelles sont vos deux missions actuelles? Déjà, la régulation médicale, c'est mon métier, donc je peux difficilement m'en passer. J'avoue que ça me manquait quand j'étais au ministère. J'ai posé la question au début de savoir si je pouvais continuer à faire une garde de régulation de temps en temps au SAMU de Paris. On m'a dit bien sûr que non. Bon, je trouvais ça dommage, mais effectivement, je pense que je n'aurais pas eu le temps. Mais bon, voilà. Après, oui, je suis revenu, en tout cas, le directeur général m'a proposé de revenir. Dominique Peljac. Oui, avec l'idée de dire je vais redonner quelque part au CHR ce que j'ai appris de mon passage au ministère de la Santé, parce que le CHR m'avait donné ce que j'ai eu sur Metz. Hein, même si... alors, vous disiez tout à l'heure que je ne suis pas mosellan. Alors, effectivement, je ne suis pas mosellan, parce que je suis né dans le territoire de Belfort, mais la famille Braun est originaire de Moselle, au moins depuis le XVIIe siècle, puisque nous sommes remontés, et c'était le côté de Sarreguemines. Donc, vos racines des racines quand même existantes dans le territoire. Donc oui, c'était pour apporter ce que j'ai appris. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, un dossier administratif dans le domaine de la santé, j'en ai eu beaucoup. Quand vous ouvrez le dossier, vous comprenez vite que s'il n'y a pas tout dans la première page, vous n'allez pas lire les 90 pages derrière. Alors certes, il y a une équipe qui fait le travail. L'équipe, son travail, c'est de faire une synthèse en une page. Quand vous faites un dossier, vous commencez par la conclusion, vous faites en première page la synthèse, et puis après, vous faites le reste. Et la personne qui le lit, elle dit tiens, c'est intéressant, elle va lire le reste. Mais si dans la première page, vous n'avez pas les réponses aux questions que vous vous posez en ouvrant ce dossier, vous n'allez pas plus loin. Ça, ce sont des petites techniques. Et mon idée, c'est d'apporter un petit peu tout ça aussi. Et puis d'apporter ce que l'on travaillait sur l'évolution du système de santé, on pourrait en parler sur l'évolution des maternités, qui est un vaste sujet, sur l'universitarisation du CHR, puisque voilà, j'étais à l'origine du rapport qui a été fait par les deux administrations, de la santé et de l'université,
Donc voilà, construire tout ça. Et puis d'apporter votre réseau aussi, parce que le réseau que vous oui, avez pu... les réseaux, je pense qu'ils ont une durée de vie limitée, donc il faut s'en utiliser rapidement. Mais en même temps aussi, est-ce que dans les services de l'État ou autres, lorsque voilà, on appelle, c'est comme l'ancien ministre qui appelle, comme ici on oui, la République est très respectueuse de ses titres, et effectivement, c'est un petit peu... Donc il y a des raccourcis, c'est plus facile. De dire que maintenant, quand je dis quelque chose, on m'écoute plus qu'avant. Donc, ce qui est quand même intéressant. C'est intéressant. Et aller dans le privé, ça ne vous intéressait pas? Alors, parce qu'il y a beaucoup de ministres aussi qui profitent justement de leur carnet d'adresse, de l'aura que peut être celle d'un ancien ministre pour faire toujours dans le domaine de la santé. Vous auriez pu aller être conseiller quelque part. Vous avez choisi de conseiller du CHR, vous auriez pu être conseiller dans le domaine. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, je dirais que la médecine esthétique n'a pas voulu de moi, mais ça, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Alors, déjà, quand vous avez été ministre, vous êtes soumis à la haute autorité de transparence de la vie publique. C'est-à-dire, toute action que vous voulez faire, vous devez demander l'autorisation de la haute autorité de transparence de la vie publique, qui considère qu'il y a un certain nombre de travail, entre guillemets, qui sont en contradiction avec le fait que vous ayez été ministre. Par exemple, pour être tout à fait transparent, je connais des sociétés de conseil que je n'ai pas fait travailler étant ministre, mais que je connaissais d'avant dans le domaine de la santé, qui m'ont approché en demandant si j'étais intéressé. C'est assez intéressant d'aller faire de l'expertise et puis d'aider des établissements, etc. Bon, là, clairement, on m'a dit ça va être très compliqué. Donc, très bien. En plus, moi, je suis très attaché au service public hospitalier. J'ai fait toute ma carrière dans le service public hospitalier, jamais fait d'activité libérale. Donc, c'était pour moi naturel de revenir vers le service public hospitalier. Après, est-ce que je vais y rester encore 10 ans? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'essaie d'aider le plus possible. J'étais hier, à la demande de la Société savante de médecine d'urgence, j'étais hier à Annecy, par exemple, à l'hôpital, pour les aider un petit peu dans leur restructuration. Voilà, je vais continuer à faire des petites missions comme ça, mais dans le cadre du service public. Je dois aller à Mayotte avant la fin du mois, parce qu'il y a des difficultés là-bas, aussi pour les aider un petit peu à se structurer. Le clin d'œil sur la chirurgie esthétique, voilà, c'était Olivier Véran. Voilà, oui, c'est la médecine, pas chirurgie. Oui, médecine. Vous avez évoqué l'universitarisation du CHR. Justement, vous pouvez nous dire un peu où on en est, parce que c'est un dossier qui vient. On a l'impression que ça met du temps. En tout cas, là aussi, on s'inscrit certainement dans le temps lent. Il y a de la patience au niveau des élus, mais aussi au niveau des médias. Il y a une impatience qui est justifiée. Le CHR de Mestionville, c'est quand même, j'allais dire, un navire de guerre dans le domaine de la santé. C'est un énorme établissement avec un plateau technique remarquable, des professionnels de très haut niveau. Donc on comprend cette volonté. C'est un dossier qui est depuis des années avec des volontés variables, on va dire, pour être simple. Moi, c'est un sujet qui m'interpellait déjà avant, mais qui m'a encore plus interpellé quand j'ai été nommé ministre. Alors, pas que la problématique du CHR de Mestionville, mais aussi celle du CHR d'Orléans, puisque Jean Castex, alors Premier ministre, s'était engagé à ce que le CHR d'Orléans devienne universitaire. Et je voyais bien que ça créait des difficultés majeures au niveau d'Orléans. Et puis, on parle du CHR de Metz, mais la Guyane voulait aussi être universitaire, la Corse voulait aussi son université. Donc, vous voyez bien que c'était un dossier qui était en train de monter un petit peu partout, avec des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons étant reconnaître une expertise, une expérience. Les mauvaises raisons, à mon sens, étant on aura plus de médecins. Pas forcément. On aura peut-être un petit peu plus d'internes, et encore, donc de médecins en formation, mais pas forcément plus de médecins derrière. Donc le choix, et j'en avais discuté avec Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le choix a été de dire on fait une pause, on demande une expertise de nos deux ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui a été fait dans le cadre d'une mission d'audit, et ensuite on prend ce rapport de mission et on applique. Le rapport de mission était très précis, c'était le point d'étape et comment aboutir à l'universitarisation du CHR de Mestionville. Donc ce rapport a donné un certain nombre d'étapes, a donné une comitologie, c'est un terme que j'ai appris au ministère, des comités pour fonctionner un petit peu tout ça. Et maintenant, le CHR comme le CHU suit ce plan, finalement, suit ce rapport et avance, des fois trop tranquillement, donc on est là un petit peu pour accélérer les choses, mais en tout cas avance avec des postes d'universitaires qui sont maintenant fléchés pour les années qui viennent. Donc on avance. Être universitaire, ce n'est pas seulement avoir l'étiquette, ça aussi je crois que c'est important de le rappeler, c'est avoir une mission d'enseignement qu'il faut assumer auprès des jeunes médecins,
mais c'est aussi avoir une mission de recherche. Donc il faut aussi que le CHR s'investisse dans la recherche, ce qui par exemple est le cas en hématologie, en lien avec le CHU de Nancy bien sûr. Donc on voit qu'il y a tout ceci à construire, ça va mettre du temps forcément. Selon vous, vu votre poste d'observation et celui que vous aviez il y a encore quelques mois, quel est l'horizon c'est très difficile à dire. Je ne pourrais pas donner des échéances précises, ne serait-ce que pour ne pas interférer avec les discussions qui sont en cours, mais je pense que la volonté du CHR qui serait d'avoir, à partir de peut-être de 2025, 2 médecins universitaires tous les ans semblerait quelque chose d'assez raisonnable. Il faut déjà avoir des troupes. Idéalement, ce sont des médecins qui seraient issus du CHR, qui ont un profil qui correspond à un profil de médecin universitaire. Vous savez, pour être professeur des universités en médecine, c'est 4 à 5 ans de sa vie qu'il faut, entre guillemets, sacrifier pour faire une année de recherche, une année à l'étranger. Donc voilà, il faut aussi avoir des jeunes qui s'investissent là-dedans. Et malheureusement, il y en a de moins en moins, y compris dans les CHU. Alors, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais leur tourne, il y en a un sur lequel je voudrais qu'on prenne un peu de temps. C'est un sujet d'actualité, c'est le débat actuellement qui est à l'Assemblée sur la fin de vie. Une commission spéciale a proposé un texte qui est débattu maintenant depuis hier à l'Assemblée jusqu'au 11 juin, je crois. Vous êtes exprimé dessus dans la tribune dimanche. Ce dimanche, vous étiez assez... voilà, un constat assez critique, voilà, parce que vous avez parlé d'éléments inacceptables, voilà, que le texte comprenait des éléments inacceptables. Vous pouvez nous les, selon vous, qu'est-ce qui vous dérange dans le texte qui est actuellement débattu à l'Assemblée, qui évidemment va évoluer, mais à l'heure actuelle? Alors, déjà, ma position, moi, elle ne change pas. Elle ne change pas, enfin en tout cas depuis quelques années. Elle est issue de ma vie de professionnel. Dans les urgences, on est en contact avec la mort, quelle que soit la mort de très jeunes, la mort de personnes âgées. Donc j'ai forgé un petit peu ma conviction par rapport à cela. Par rapport aussi à la loi Claes-Leonetti, qui est une loi remarquable et qu'il faut appliquer totalement, d'où toute la partie sur les soins palliatifs et le renforcement des soins palliatifs qui n'est pas discutable dans cette loi. Ensuite, vous avez toute cette partie sur ce qu'on appelle l'aide active à mourir. L'aide active à mourir, on peut tourner autour du pot. C'est d'un côté le suicide assisté, de l'autre côté l'euthanasie. Moi, ce qui me gêne... Donc, le texte initial insistait plus, je crois, sur justement l'aide active à mourir plutôt que sur l'euthanasie. Oui, tout à fait. Le texte initial cherchait un équilibre. Ouais. Moi, ce qui m'importe dans ce texte, alors, si vous voulez, là, ce qui est sorti, c'est le comment, avant de parler du pourquoi. Ce qu'a sorti la commission parlementaire, c'est un texte technique qui, dans l'absolu, n'a aucun intérêt. Alors, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Moi, je suis fermement opposé à ce que le médecin qui décide de l'euthanasie, puisque c'est comme ça, finalement, ne voit même pas le patient, puisse faire ça sur dossier. Je trouve ça contradictoire, outre le fait de donner la mort est pour moi pas compatible avec notre profession de médecin, mais le fait de dire on ne voit même pas le patient, on n'a même pas une discussion avec lui, c'est totalement aberrant. Enfin, on voit bien qu'il y a une dérive du texte qui n'est plus dans l'équilibre qui était voulu initialement sur ce texte. Donc ça me gêne. Ne pas avoir posé la question du pourquoi m'embête encore plus. Autant cette question a été posée dans le cadre de la Convention citoyenne qui était au niveau du CESE. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec les conclusions, ce n'est pas le problème. On cherche toujours à opposer les pros et les anti. C'est absolument pas ça le sujet. Et quand vous dites le pourquoi le pourquoi, c'est une question de société, ce n'est pas une question médicale. Cette histoire sur la fin de vie. Question médicale, technique, ce n'est pas le sujet. C'est comment notre société, en tout cas moi c'est comme ça que je le reçois, comment notre société perçoit la fin de vie dans la société. C'est ça la vraie question. Or, force est de constater que, pour le coup, on parle beaucoup de société civile, mais on ne l'écoute pas. Ça, c'est un premier sujet. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas écouté, je dis n'importe quoi, mais le MEDEF, les syndicats, les agriculteurs, etc. Il n'y a pas eu de débat avant Oui, il n'y a pas eu de débat dans la société. Vous savez, la question, vous allez demander à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous voulez mourir dans d'atroces souffrances à l'hôpital ou rapidement, calmement chez vous, entouré de vos proches? C'est facile, hein. D'ailleurs que la société française, elle est pour cette aide active à mourir. Donc il y a beaucoup de questions, moi, que je n'ai pas résolues en termes de société. En tant que professionnel, je dis, si notre société veut aller vers cette aide active à mourir, qui je suis pour interdire, on est en démocratie, d'accord, mais posons d'abord la question. Et puis, si on y va,
l'euthanasie, pour moi, est quelque chose, en tout cas comme on la présente, qui n'est absolument pas acceptable. Pourquoi, justement Parce que c'est contraire à ma profession, c'est contraire au serment que j'ai porté. Je pense que les évolutions qui étaient proposées sur cette aide active à mourir dans le cadre du suicide assisté est probablement la moins mauvaise solution. D'un côté, c'est le patient qui oui, alors après, on sort toujours, il y a des situations où... passe à l'acte, entre guillemets, et de l'autre côté, c'est un tiers. De l'autre côté, c'est un tiers. Alors, je ne dis même pas en termes psychologiques pour le tiers. Est-ce que ça doit être un médecin ou pas? Voilà, le pire, c'est qu'on impose ça au médecin. C'est-à-dire que dans le texte qui est sorti de cette commission, le médecin ne peut pas s'y opposer, entre guillemets. Et on impose au médecin de faire un geste qui est contraire à son éthique et on ne lui demande pas son avis. Ou quand on lui demande, on n'en tient pas compte. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la construction. Et puis, ce qui me gêne aussi dans cette notion d'équilibre, c'est qu'on ne parle pas du tout d'un autre pan qui est celui de l'obstination déraisonnable. Cette obstination déraisonnable, c'est, pour un médecin, aller trop loin dans la préservation de la vie, c'est-à-dire garder quelqu'un vivant coûte que coûte, soit parce qu'il le pense, soit sur pression de la famille, etc. Et cette obstination déraisonnable, elle n'est pas du tout judiciarisée, entre guillemets, ni réglementée. Elle devrait l'être. C'est-à-dire que si on veut aller vers, on a le droit au suicide assisté, par exemple, il faut aller aussi vers, si vous vous obstinez à maintenir la vie de quelqu'un qui n'est plus là, entre guillemets, on peut vous condamner aussi. On peut dire, vous n'avez pas le droit de maintenir à tout prix la vie quand on sait que l'état cérébral a disparu, etc. Donc vous voyez, on a encore plein de sujets. Et puis, moi, une question que je pose comme ça, je vous invite à y réfléchir, parce que pour moi, elle est fondamentale. Quand quelqu'un demande à mourir, est-ce qu'il veut mourir pour lui, ce qui est tout à fait respectable, et on est dans le cadre de la liberté, ou est-ce qu'il veut mourir parce qu'il pense qu'il impose à sa famille ou à ses proches une charge trop lourde? Ce n'est pas du tout le même raisonnement. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Autant dans un côté, on est dans le cadre de la liberté, et même une tribune dans Le Monde aussi, deux philosophes disaient, si on est dans le cadre de la liberté, il faut que ce soit le juge qui décide, ce qui n'est pas forcément idiot. Et de l'autre côté, on est dans le rôle de la société qui doit apporter le soutien à cette personne, le soutien à cette famille. Donc, vous voyez, on a des champs qui, pour moi, sont... On veut aller trop vite. Donc c'est trop tôt, pourtant c'est un débat... Non, ce n'est pas trop tôt. Je pense que ce débat, il faut l'avoir. Il y a eu débat au Conseil économique et social. Oui, il faut l'avoir. Je suis d'accord avec le président de la République, il faut avoir ce débat, il faut le poser. Mais il ne faut pas le poser sur un versant technique. Or là, la Commission n'a fait que de la technique. Telle circonstance, telle autre, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça. Ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est vraiment comment on se positionne en société face à cette... D'un point de vue sociologique, éthique, philosophique. Oui, c'est-à-dire tout ce qu'on met... religieux aussi. Voilà, arrêtez de vouloir avancer à tout prix. L'important, ce n'est pas qu'un député ou un autre donne son nom à une loi. L'important, c'est comment notre société évolue face à ce sujet de la mort. Enfin, on peut dire la fin de vie, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est la mort. On peut dire l'aide active à mourir, c'est l'euthanasie ou le suicide assisté, il faut poser les mots. Une commission qui avait été mise en place autour d'Éric Orsena pour justement définir quels étaient les mots, etc. Il a baissé pavillon, il a abandonné. Il a dit non, les mots, c'est les mots. Voilà. Alors, est-ce que le 11 juin, normalement c'est la date butoir, vu là aussi votre expérience, vous pensez que finalement les députés vont réussir à se mettre d'accord Vous savez, en plus, c'est transpartisan comme sujet. C'est totalement transpartisan. Je crois que moi j'ai discuté avec des députés et des sénateurs de tous les bancs. On voit bien que c'est très partagé. C'est souvent, j'allais dire, c'est peut-être excessif ce que je dis, mais les gens qui y sont très favorables ont une histoire personnelle qui se rapporte à ça. Et je trouve dangereux de juger sur son histoire personnelle à propos d'un cas. En tout cas, en médecine, on ne fait pas ça. On est dans la collégialité, on juge sur une situation un petit peu plus globale. Là, le choix qui a été fait, ça passe à l'Assemblée, ça va ensuite passer au Sénat. Le Sénat s'est déjà clairement positionné en y étant hostile. Le président du Sénat lui-même s'y est positionné. Ils ne vont probablement pas tomber d'accord. Ça va revenir ensuite à l'Assemblée. Il va y avoir des allers, des retours. Bref, on est parti. Je discutais en début de semaine dernière avec un député qui fait partie de cette commission qui me dit on est parti pour 1 an et demi à 2 ans de travail. D'ailleurs, quand vous entendez les politiques, maintenant on dit c'est pour une application à la fin du quinquennat. Je dirais que c'est presque dommage. C'est-à-dire qu'on est parti sur un temps long de nouveau où ça va être délayé, alors que c'est un vrai sujet de société, qu'il faut le traiter à mon sens par le bon morceau, par le bon bout, qui est celui société et non pas celui technique médical, et qu'il faut avancer.
Lorsque vous étiez en poste, c'est un sujet que vous avez, quand vous avez demandé de faire avancer ou... Alors, c'est un sujet qui était sur la table. On m'a assez rapidement expliqué que, en tout cas Matignon, que la ministre déléguée qui était avec moi était plutôt porteuse de ce sujet, Agnès Firmin-Lebaudot. Voilà, donc je gardais un œil sur le sujet, mais très vite, on m'a expliqué qu'elle faisait très bien et que voilà, il fallait laisser faire. Parce que je n'avais pas non plus la même approche qu'elle sur le sujet. Je m'étais exprimé dans les colonnes d'un journal à ce sujet, mais j'ai participé à des discussions passionnantes avec les cultes autour du président de la République, où vraiment ces questions de société étaient mises en avant. Et là, on ne les voit plus dans le texte qui est proposé. Est-ce que, alors avant de passer la parole à la salle, ce qui permet voilà, aux autres peut-être de réfléchir aux questions qu'ils voudraient poser à François Braun, est-ce qu'il y a, toujours sur ce sujet de la fin de vie, un modèle à l'étranger qui pour vous serait justement un modèle qui serait le bon, où il n'y a pas de, même si je ne pense pas qu'il y ait spécialement de modèle parfait. Non, il n'y a pas de modèle parfait. Sur ce genre de thème. Il y a des modèles à l'étranger, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Hein. On dit la France est le dernier pays, non, loin de là, loin de là. On parle beaucoup du modèle suisse, on parle beaucoup du modèle belge, et on parle beaucoup du modèle de l'Oregon, par exemple, qui sont les trois modèles qui tournent en boucle. Bah, le modèle suisse, ils ont fait un choix qui pour moi est assez intéressant, donc du suicide assisté uniquement, qui est de ne pas en faire un acte médical. Et ça, je maintiens qu'il ne faut pas en faire un acte médical. C'est-à-dire que c'est une association qui accompagne les personnes une fois que le diagnostic a été posé par un collège médical. Bon, c'est pas mal. Voilà, moi je trouve que c'est peut-être, si on doit aller vers quelque chose, peut-être que ça est quelque chose d'intéressant. En tout cas, ne pas laisser reposer sur un médecin le choix de faire seul cet acte, ça me semble essentiel. Modèle belge, j'avoue que j'ai quelques réticences. Je discutais avec des collègues belges et des amis. Bon, voilà, c'est quand même très très large, hein, même si notre texte, paradoxalement, va encore plus loin que le modèle belge. Je crois à un modèle français, je pense que c'est effectivement important, mais encore faut-il poser les bonnes questions. Et juste parce que le modèle de l'Oregon, c'est quoi? Le modèle de l'Oregon, c'est sur du suicide assisté, très ouvert, entre guillemets, c'est-à-dire que le médecin fait l'ordonnance, la personne repart chez lui avec le produit et a la possibilité de le prendre quand elle veut. Et 50% des patients ne le prennent pas. Il faut voir ça aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est pas si simple, et puis quand vous écoutez les spécialistes de soins palliatifs, ils expliquent bien que la demande de mort à un moment donné, quand on prend bien les gens en charge, ça va mieux. Enfin, j'ai eu des discussions passionnantes avec Jean Leonetti aussi sur le sujet, qui suit toujours le sujet. On n'est pas loin de partager la même opinion. En tout cas, un sujet très complexe qui, voilà, comme on l'a dit, relève de l'intime et qui mériterait plus que les quelques minutes que nous pouvons accorder aujourd'hui. Voilà, il est temps, je vérifie l'heure. Oui, il est temps de vous passer la parole s'il y a des questions pour notre invité. N'hésitez pas. Alors, soit on a été trop complet, soit trop soporifique, mais je ne sais pas. Alors moi, en entendant... Oui, allez-y. On a un micro? Est-ce qu'on a... Marine, merci. Actuellement, les cliniques privées se plaignent avec grand bruit de la différence de traitement qu'ils subissent par rapport à l'hospitalisation publique, à l'hôpital public. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de cette situation? Donc il y avait effectivement cette menace de grève pour le 3 juin qui a été levée, si j'ai bien compris. Qui a été levée, voilà, parce qu'ils auraient obtenu un peu gain de cause. J'ai beaucoup, bien sûr, discuté avec les cliniques privées. Le président de la Fédération d'hospitalisation privée, Lamine Garbi, est un ami d'ailleurs et que je connais depuis longtemps. C'est un monde extrêmement hétérogène, le monde des cliniques privées. Moi, je pense que c'est ça ma principale analyse. Vous avez d'un côté des cliniques privées qui sont des cliniques familiales, de grosses cliniques, hein, des gros groupements, mais qui sont familiaux et qui, d'ailleurs, on travaille bien avec le service public hospitalier. Et puis vous avez d'un autre côté des groupes. Alors les groupes, c'est pas mauvais en tant que tel. Ce qui est mauvais, et ça c'est un petit peu la mutation de notre système de santé. Vous pouvez juste faire une remarque là-dessus. On dit beaucoup que notre système de santé est en crise. Moi, je suis persuadé maintenant qu'il n'est pas en crise, qu'il est en mutation. Et on ne traite pas ça de la même façon. La mutation, elle va se faire de toute façon. Et dans la mutation, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses.
La financiarisation qu'on constate aujourd'hui du monde de la santé en France est pour moi une mauvaise évolution de cette mutation. On l'a vu avec la biologie, on le voit avec la radiologie, on le voit avec l'anatomopathologie, on le voit maintenant avec les soins primaires, les médecins généralistes, et on le voit avec certains groupes qui sont partis sur une logique de financiarisation à outrance. Ça, c'est pas bien. Alors, on comprend les investisseurs. Hein. De toute façon, la santé en France, c'est garanti par la sécurité sociale. Donc, ils sont sûrs d'être toujours payés. Donc, attention à ces dérives. Ça, c'est, je dirais, d'une façon générale. Après, moi, j'ai toujours défendu le principe que même devoir, même droit. Dès lors que ces structures privées s'engagent à l'échelle d'un territoire pour répondre aux besoins de la santé de la population, participent à ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire les gardes de nuit, les gardes de week-end, puisque vous savez, tout ça, ça repose essentiellement sur l'hôpital public, il faut être bien clair. Et c'est bien pour ça que les professionnels quittent l'hôpital public pour aller dans le privé, pour ne plus travailler la nuit et le week-end. Donc, à partir du moment où il y a les mêmes devoirs, il doit y avoir les mêmes droits. En gros, il doit y avoir les mêmes modalités de financement. On a probablement fait une erreur il y a quelques années en supprimant les lignes de garde des cliniques. Bon, dans la santé, on a fait plein d'erreurs, mais souvent, elles étaient juste à un instant T et on a oublié de se projeter quelques années après. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Donc, dès lors que les cliniques privées s'engagent à répondre aux besoins de santé de la population, à ne pas sélectionner des patients, à participer à la permanence des soins, eh bien, il est logique qu'ils soient traités de la même façon que le public. Après, lorsqu'il y a des choix stratégiques qui sont faits en ciblant des activités particulièrement rentables, en ne s'intéressant pas aux besoins de santé d'un territoire, mais en développant des choses dont on n'a pas forcément besoin, je trouve ça dommage. En tout cas, ça ne répond pas à nos enjeux de santé publique. Ça ne me choque pas que dans ces cas-là, ils soient traités différemment. Merci. Oui. Devant Anthony. Bonjour. C'était juste pour avoir votre regard justement sur l'évolution. On parle de loi grand âge et sur le secteur des EHPAD. Vous avez parlé beaucoup d'hôpitaux, mais... Les EHPAD est un très bon exemple de la financiarisation à outrance. Hein, on a bien vu le scandale Orpea reste encore dans toutes les têtes et tout le monde y est inquiet. Les EHPAD, c'est intéressant. Enfin, la loi grand âge, c'est intéressant puisque dans la santé, vous avez d'un côté les besoins et de l'autre côté l'offre. Bon, pendant des années, on a construit notre système de santé sur l'offre. D'ailleurs, au ministère, on a toujours une direction qui s'appelle la direction de l'offre de soins. Construire sur l'offre, c'est quoi? C'est dire on met des structures et on considère qu'elles vont répondre aux besoins. C'est aussi un principe concurrentiel, l'offre. On va se retrouver, mais c'est un très bon exemple. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais on a le public, on a le privé-privé, et on a le privé participant au service public. Et on a des spécialités où les gens sont en concurrence. C'est peut-être pas très intelligent sur un territoire de se mettre en concurrence, alors qu'il y a d'autres spécialités qui ne sont pas du tout utilisées. Bon. Je crois que c'est Alors, on constate quoi? Et ce constat, il n'est pas que français. Ce constat, il est international. J'ai discuté avec mes homologues européens, j'ai discuté avec les Américains, les Canadiens, les Japonais. Tout le monde constate la même chose. Dans les années 70-80, on a créé cette offre. Aujourd'hui, on a des besoins qui augmentent et qui sont différents par l'évolution du domaine médical, par l'évolution de l'âge. Et on a une offre qui s'effondre. Il manque des professionnels de santé partout. Donc, on a une discordance. Et pour moi, la solution est de dire retravaillons sur la réponse aux besoins et non plus sur l'offre. Et la réponse aux besoins, elle n'est pas la même sur le secteur de Metz qu'en Moselle-Est, dans le sud de la France ou dans le Pays Basque. Bon. Donc déjà, changeons un petit peu notre logiciel. Et le besoin de prise en charge du grand âge est un besoin majeur, avec une volonté de maintien à domicile, avec des modalités de prise en charge qui ont complètement changé, les béguinages pour les personnes âgées, quelque chose qui fonctionne, j'en ai vu des remarquables. On voit bien qu'il faut non plus dire on va créer quelque chose, mais s'adapter aux besoins. Quels sont les besoins de notre population, comment on les travaille. Je dirais que sur notre territoire, globalement, le nord de notre territoire, on a d'énormes besoins en pneumologie. C'est une spécialité, on comprend bien, hein, les travaux dans les mines, dans les aciéries. Et paradoxalement, c'est un domaine où on a très peu de spécialistes. Donc peut-être faut-il travailler plus vers cela, alors que sur d'autres secteurs, je ne vais pas dire qu'on a trop de spécialistes, ce serait aberrant, mais on a peut-être trop de services identiques en concurrence. Donc voilà un petit peu. Et la loi grand âge, bon, on pourra toujours dire qu'elle n'est pas allée assez loin.
Alors, je n'étais pas complètement dans la discussion de la loi grand âge, hein, puisque c'était mon collègue Jean-Christophe Combes, était ministre des Solidarités. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un besoin qui apparaît, qui va être de plus en plus présent, prégnant, avec aussi les seniors, le travail des seniors, avec aussi le fait qu'on vit plus longtemps, mais on vit en très bonne santé et on peut encore faire beaucoup de choses. Donc oui, c'est un enjeu de société. Mais là aussi, repartons des besoins pour mettre en face l'offre. Bonjour, Rachel. Vous parliez de mutation du système de santé. Moi-même, je suis obligée d'aller à Paris consulter un dermato. Mon amie d'enfance a eu un rendez-vous pour un ophtalmo et un dermato au Luxembourg, alors qu'ici, elle ne trouvait pas. Donc, comment vous voyez la mutation du système de santé? Y aura-t-il une médecine à 2 vitesses? Votre éthique, comme la mienne, on ne peut pas accepter ça. Non, bien sûr, c'est totalement inacceptable et contraire à notre modèle social. Alors, quand je dis mutation, pourquoi? On parle de crise tout le temps. Dans les médias, on n'arrête pas de parler. J'ai moi-même parlé de crise quand j'étais au syndicat. Notre système de santé est en crise. J'ai d'ailleurs même fait une mission flash pour répondre à des mesures de crise. Bon, très bien. Mais une crise, si c'était vraiment une crise, vous trouvez sur Internet partout des tonnes de livres pour apprendre à gérer la crise, avec les différentes phases et machins, etc. On aurait réglé le problème depuis longtemps. On n'est pas plus bête que les autres. Et la crise, vous prenez, c'est un petit peu le paracétamol quand vous avez de la fièvre, quoi. La fièvre, vous donnez du paracétamol, ça chute, on est content, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne soignez pas la maladie derrière, ça ne va pas changer. Notre système de santé est en mutation parce que la société est en mutation. On n'arrête pas de dire les nouveaux médecins travaillent moins. Ben oui, mais la société, globalement, travaille moins. Et se dire on va les faire travailler plus, c'est se tromper de solution. La mutation, elle est inéluctable. Quoi qu'on fasse, elle va avancer. Il y a des choses positives dans les mutations et il y a des gènes mutants qu'on ne veut pas. La financiarisation est pour moi un gène mutant dont il faut se garder. La remise en cause de l'aide médicale d'État est un gène mutant dont il faut se garder. Par contre, modifier notre façon de travailler en pluriprofessionnel, travailler de façon groupée, accepter aussi qu'on n'aura plus un médecin dans chaque rue, qu'on n'aura plus un service d'urgence dans chaque bourg et une maternité dans chaque petite ville, de toute façon, ça va être ça. Donc plutôt que de dire on ne le veut pas et comment voilà, il faut forcer les gens, etc., on dit comment on l'accompagne. Une mutation, ça s'accompagne. Comment on accompagne cette mutation? Alors, les difficultés pour obtenir des avis spécialistes, oui et non. La première question, c'est cet avis est-il urgent ou pas? Bon, quelque part, ça ne me choque pas si on voit un ophtalmo au bout de 6 mois, dès lors qu'on n'a pas un problème aigu d'ophtalmo. C'est sûr qu'on a été habitué de le voir dans les 15 jours pendant des années et des années. Il faut accepter ce changement. Les ophtalmos, en particulier, travaillent très bien avec les orthoptistes pour tout ce qui est lunettes. Ils ont réussi à faire leur partage leur transfert de compétences. Bon. Les dermatos, par exemple, travaillent beaucoup maintenant en téléconsultation. C'est une spécialité qui s'adapte bien à la téléconsultation. Donc, notre rôle, en tout cas le rôle de l'État, est plus pour moi d'accompagner ces mutations. Peut-être de donner plus de facilité aux dermatologues pour qu'ils fassent de la téléconsultation. Comme ça, vous aurez une téléconsultation rapide. Accepter aussi qu'on se déplace. Si on prend un exemple, on donne des chiffres sur les déserts médicaux, etc. Bon, moi, je suis battu contre l'obligation d'installation des médecins avec un certain nombre d'arguments, mais je vais vous en donner, simplement vous en donner 2. Le premier, on a un département, la Mayenne, pour ne pas le citer, qui est réputé comme avoir le moins de médecins par habitant. On a un autre département qui est réputé pour avoir le plus de médecins par habitant. Vous imaginez bien, c'est le bord, là, Cannes, Nice, etc. Bon. La logique, si vous raisonnez en offre de soins, vous dites qu'il faut qu'on prenne des médecins du Sud pour les mettre en Mayenne. Bon, okay. Si vous raisonnez en besoin de santé, et ça c'est ce qui m'a intéressé, vous allez regarder où on vit le plus vieux, en Mayenne ou sur la Côte d'Azur. Eh bien, hommes comme femmes, on vit 1 an plus vieux en bonne santé en Mayenne que sur la Côte d'Azur. Donc si vous raisonnez en termes de besoins de santé, c'est peut-être logique qu'il y ait plus de médecins dans le Sud. Ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, regardons ce que font les Allemands. On nous donne souvent, puis en plus, nous on est frontaliers, on dit les Allemands, c'est super, machin, etc. Bon, ils ont des problèmes comme nous. Hein. Mais les déserts médicaux en Allemagne, c'est moins de 60 médecins pour 100 000 habitants, ça doit être quelque chose comme ça. Si on applique ce chiffre en France, on a 2 déserts médicaux en France, Wallis et Futuna et Mayotte. Bon. Mais que font les Allemands? Ils travaillent en pluriprofessionnel.
Ils ont fait des délégations de tâches et de compétences vers les infirmiers, vers les autres professionnels de santé. C'est ça la bonne mutation, c'est vers ça qu'il faut aller. Ça ne va pas se régler en 5 minutes, mais en tout cas, accompagnons les bonnes idées. C'était tout l'esprit, on n'en a pas parlé, mais du Conseil national de la refondation en santé qu'a voulu le président de la République, c'était ça. C'est-à-dire aller sur le terrain, et j'y suis allé beaucoup. Il y a des choses qui fonctionnent. Quand elles fonctionnent, ce n'est pas les imposer partout en France, comme on a l'habitude de faire. C'est de faire le mode d'emploi et de dire aux autres territoires, voyez, ce mode de fonctionnement, ça marche dans le Gers, dans l'Aveyron. Vous pouvez le tester chez vous, on va vous aider à le tester. C'est plus comme ça, je pense, qu'on va accompagner cette mutation, plutôt que de bondir de crise en crise et de finalement prendre des décisions qui demain ne seront pas les bonnes. Ça a été le cas sur le numerus clausus dans les années 70, on en paye encore les frais, et c'est le cas de plein de mesures qu'on a été amené à prendre. Autre question ? Jean-Marc Todeschini, au fond. Je suis un peu long, hein, mais c'est un sujet qui, vous le comprenez, me passionne toujours. Monsieur le ministre, moi j'ai été vice-président d'une commission au Sénat qui travaillait sur l'hôpital public. On a tous été atterrés par les situations des urgences à l'hôpital public. Et c'est vrai que l'hôpital public ramasse, entre guillemets, le ramasse, c'est pas un bon mot, mais retrouve tous les problèmes, même des problèmes qui relèvent de psychiatrie, d'alcoolisme, de tout. Est-ce que vous avez travaillé sur, je pense que oui, sur les urgences de l'hôpital public? Parce que lorsqu'on va, et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'accompagner des personnes aux urgences, on se retrouve, entre guillemets, au Moyen-Âge. Et tout le monde est responsable, hein, ça fait une trentaine d'années que c'est comme ça, même si ça s'est accumulé. Ne faudrait-il pas, et je sais que ce n'est pas possible de demander aux jeunes médecins de travailler plus, mais ne faudrait-il pas trouver des solutions pour refaire que, par secteur, il y ait réellement des urgences médicales qui soulagent l'hôpital public? Parce que c'est infernal. D'abord, les urgences ne sont pas taillées pour recevoir tout le monde qu'elles reçoivent, et on est vraiment dans des situations... Alors je sais que lorsque c'est vraiment urgent, les gens sont triés et sont pris en charge. Hein. J'ai eu l'occasion de visiter quelques urgences dans le cadre de la commission, mais c'est vraiment un sujet aujourd'hui on ne se croirait pas dans le pays où finalement la sécurité sociale, l'après-guerre, le Conseil national de la résistance a favorisé, je dirais, la prise en compte de la santé pour tout le monde. Alors, c'est intéressant parce que les urgences, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg de notre système de santé. Et qui regroupe un peu toutes les difficultés. Alors, pourquoi on en est là? C'est toujours intéressant d'essayer de voir. Vous avez raison, on a tous fait des erreurs concernant les urgences. Les urgentistes, les premiers. Et j'ai été un de ceux-là. Dans les années 2000, on disait « Venez aux urgences, on vous prendra en charge, on est là tout le temps, il y a de la lumière, le jour, la nuit, etc. On peut tout faire. » Bon, maintenant, on voit ce que ça donne. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour la première fois depuis 30-40 ans, depuis 1 an et demi, la fréquentation des services d'urgence a diminué. Et elle a diminué pourquoi? Parce qu'on a mis en place la régulation médicale, via le SAMU, le SAS, avant l'entrée des urgences. On a commencé à expliquer aux gens, avant de vous déplacer, appelez. Et pourquoi on leur propose ça? Parce que souvent, dans les territoires, il y a des solutions que les gens ne connaissent pas. Et on le voit bien en régulation. Alors, ce n'est pas parfait, il y a des trous dans la raquette, bien sûr, mais ça commence à s'améliorer. Et je vous disais, j'étais hier à Annecy. En Haute-Savoie, ils ont près de 1000 tranches de consultation par mois qui sont offertes par les médecins généralistes à la régulation. Donc, ils arrivent à répartir les gens un peu différemment, ce qui fait diminuer la pression sur les urgences. Ça, c'est une première chose. Avant de vous déplacer, appelez. On vous trouvera la meilleure solution. Si vous êtes fait une plaie au pouce il y a 3 jours et qu'elle va bien, il ne faut pas aller aux urgences, par exemple. Bon. Après, c'est ce que je disais sur les maternités, ce que je disais sur les médecins, c'est valable aussi sur les urgences. Il n'y aura plus de services d'urgence en tant que tel partout. Ce n'est pas utile. C'est-à-dire, si on considère que les urgences doivent se concentrer sur les cas qui relèvent d'un plateau technique et les cas graves, il n'y a pas besoin de 680 services d'urgence comme on en a en France. C'est totalement aberrant. Donc il faut probablement enfin revenir à quelque chose qui était promu par le professeur Steg en 1987. J'ai recherché les archives télévisuelles, qui était de dire qu'il faut une gradation des services. Il y a des services dans lesquels on va prendre peut-être des choses relevant un peu plus de la médecine générale d'autrefois, puisque avant les médecins faisaient quelques radios, faisaient des immobilisations, faisaient des sutures simples. Et puis, on va avoir des services d'urgence avec un fort plateau technique derrière, comme celui du CHR, qui permet de prendre en charge à peu près toutes les pathologies.
C'est un peu ce qu'on fait sur le secteur de Metz. Par exemple, je pense aux urgences de l'hôpital de Guest, qui ont une prise en charge qui est limitée sur certaines pathologies et avec lesquelles on peut travailler. Donc il y a des solutions, ça je suis sûr, qui doivent être travaillées, encadrées. On a toute la problématique de ces fameux centres de soins non programmés, immédiats, qui là aussi vont vers une financiarisation qui n'est pas tout à fait satisfaisante. Donc on a des choses à créer, il faut aller regarder ce qui marche dans certains secteurs. Vous avez des secteurs où les maisons médicales de garde ou des maisons de santé pluriprofessionnelles assurent les urgences. Ils se sont organisés pour, il faut peut-être s'inspirer de ça. Donc on a des solutions. La palette de solutions, elle est énorme. Il faut qu'on accepte, par contre, il faut, dire la vérité à la population. Vous n'aurez plus le service d'urgence où vous pouvez aller pour tout et n'importe quoi à 2 minutes de chez vous. Non. Par contre, on va s'organiser pour prendre en charge votre demande et la prendre en charge le mieux possible. Vous n'aurez plus la maternité juste à côté de chez vous, parce que ce qui est important, c'est certes la proximité, mais ce qui est encore plus important, c'est la sécurité. Donc on a des modes différents. J'ai lancé un mode différent dans le Morvan de prise en charge des femmes enceintes. Donc voilà, il y a des solutions, il y a des choses qui marchent. Essayons de les dupliquer. Oui, dernière question, peut-être Dominique Gros. Oui, j'ai une question qui est relative au choix des internes. Nous avons besoin finalement de gens sur le territoire. Et on s'aperçoit que les gens ont tendance à rester sur le territoire quand, dans leurs jeunes années, ils fondent une famille, en fait, ils ont une copine, peu importe, ils s'installent. Or, d'après ce que j'ai compris, je le vois à travers quelqu'un que je connais bien de mes petits-enfants, il y a les possibilités d'aller partout en France quand on passe l'internat. Et donc, la tendance est de partir. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a formé des médecins sur un territoire qu'on a des chances de les garder dans la mesure où le concours est national. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire réfléchir, comme ça s'est fait par exemple pour l'enseignement pendant un certain temps, où on était prié de rester sur le territoire sur lequel on avait passé le concours, de façon à ce que, sans obliger les gens à être sur un territoire quand ils ont définitivement terminé leurs études, au moins qu'ils soient tentés, pendant la période de formation complémentaire qu'est l'internat, qui dure quand même longtemps, de rester sur le territoire et d'enrichir en nombre de médecins le territoire en question. Alors, vous avez entièrement raison sur le fond, il n'y a pas de problème. Après, c'est comment on met ça en place. Et alors, il y a plusieurs solutions. Il y a un rapport très intéressant qui date d'1 an et demi ou 2 ans maintenant, de la DREES sur justement la liberté d'installation et comment on fait. Il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est les gens s'installent dans le territoire d'où ils sont issus la plupart du temps, pour 70% des cas. Quel que soit le pays d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et puis ils s'installent dans des endroits qu'ils ont appris à connaître pendant leurs études. On a une difficulté en France, une double difficulté. La première, c'est des territoires qui sont inaccessibles, un espèce de plafond de verre sur les formations médicales. Je cite toujours un exemple, parce que j'ai un très bon ami qui était originaire de Stenay, en Meuse. Je ne sais pas si vous voyez où est Stenay, mais quand vous avez 17 ans, que vous venez d'avoir le bac, il faut vouloir aller faire ses études à Reims ou à Nancy. Vous n'avez pas de transport en commun, vous n'avez pas d'aide, vous n'avez rien du tout. Déjà, commencez par cela. Et ça a été fait dans le nord de la France avec des professionnels de santé qui allaient dans les collèges de zones très très loin des facs pour expliquer aux jeunes et dans les lycées, mais vous avez le niveau pour faire des études de médecine, arrêtez de fantasmer là-dessus, etc., etc. Déjà ça marche. Ensuite, il faut les accompagner. Et c'est tout le travail aussi des élus locaux, régionaux, départementaux. Comment on fait qu'il y a des lignes de train qui fonctionnent? Comment on fait qu'on peut aider un jeune? Est-ce qu'on peut l'aider à payer sa chambre d'étudiant? Est-ce qu'il est prioritaire au niveau du Crous parce qu'il habite loin? Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut faire avancer. Ensuite, il y a l'endroit où on fait ses stages. Parce que vous l'avez très bien dit, les jeunes médecins, ils sont assez rapidement en couple, il faut être clair, puis ils ont des études longues, donc c'est logique. Ils ne vont pas venir s'installer à Boulay si pendant leurs études, ils n'ont jamais vu ce qu'était Boulay, ou s'ils ne sont pas originaires de Boulay. Donc il faut impérativement que pendant les études, on casse cette espèce de logique mortifère de dire il n'y a que le CHU qui peut former les jeunes médecins et il n'y a que les grands hôpitaux qui peuvent les former. Ce n'est pas vrai. Il faut avoir le plus possible de stages à l'extérieur. Alors, vous parliez tout à l'heure de regrets peut-être. Dès que je suis arrivé, j'ai demandé 2 choses au niveau du ministère que je n'ai pas obtenues. La première, c'était du prévisionnel sur l'ensemble des professions de santé
Et pour les médecins, spécialité par spécialité, non pas à 10 ans, parce que ça on s'en fiche, dans 10 ans ils sont déjà en fac, mais à 20, 30 et 50 ans, je ne l'ai pas obtenu malheureusement. C'est impossible à... C'est possible, c'est énormément de travail, mais c'est possible. Et le deuxième, c'était, j'ai demandé aux doyens des facultés de médecine de me faire remonter spécialité par spécialité quels étaient les lieux de stage, quelle était la répartition entre les stages en CHU et les stages hors CHU. Je ne l'ai pas eu non plus, mais ça par contre je sais pourquoi, c'est qu'ils n'avaient aucune envie de me montrer que la majorité des stages étaient en CHU, et ça c'est une aberration. Moi j'aurais aimé porter le fait qu'au moins 50% des stages doivent se faire hors CHU, et doivent se faire aussi bien dans le public que dans le libéral. Et je crois que ça c'est important, parce que quand vous êtes externe en 4e année de médecine, que vous allez découvrir un secteur, ça change tout. J'ai passé, vous avez raté tout à l'heure, j'étais à Nancy, j'ai passé plus de 20 ans à Verdun, en Meuse. Pourquoi je suis allé à Verdun en Meuse? Bonne question. Quand j'étais en 6e année, on était toute une bande du rugby, en fait, puisqu'on faisait du rugby ensemble, et on voulait faire cette spécialité tous ensemble. Pour faire cette spécialité, il y avait, puisqu'on était classés de façon assez hétéroclite, on va dire, il y avait 2 endroits sur toute la région Lorraine où on avait la chance de se retrouver tous ensemble. C'était Boulay, les hospices de Boulay à l'époque, et Verdun. On est allé à Verdun. Moi, j'y ai passé 20 ans, je ne connaissais pas Verdun. Et la moitié de ceux qui sont partis avec moi sont restés là-bas et se sont installés là-bas. Simplement parce qu'on a eu l'opportunité d'aller dans un endroit qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qu'il faut créer pour les jeunes, médecins comme autres professionnels. Et quand ils sont quelque part, vous connaissez bien le sujet, monsieur le maire, il faut qu'on les accueille. Quand je vois que l'internat de Mercy ne permet pas d'accueillir tous les internes, c'est affolant. On aurait dû faire 2 fois plus gros. C'était compliqué pour plein de raisons, mais voilà, on a aussi du travail à faire localement avec les mairies, avec les agglos et avec les départements. Merci. Ultime, hein, madame. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai une dernière question. Je vous rejoins totalement sur le fait qu'aujourd'hui, on va catégoriser effectivement l'hôpital par rapport aux maisons médicales. Concernant l'offre de soins, moi, je suis prestataire de santé à domicile. Que pensez-vous de l'avenir des prestataires de santé à domicile et de la prise en charge, justement, des patients à domicile? J'imagine l'hôpital de demain comme vous, des urgences, des plateaux techniques, de la chirurgie et finalement toutes ces autres offres de soins qu'on peut externaliser et comment on peut conserver en tout cas notre qualité de prestation de services à domicile. Ah mais l'hospitalisation à domicile est majeure. On ne peut pas dire que ça fonctionne très très bien en Moselle, hein, d'une façon générale. C'est un enjeu important. L'hôpital ne doit plus être la solution à tout, et de toute façon n'est pas la solution à tout. On le sait, les pathologies nosocomiales et tout ce qui va avec. Mais ça fait partie aussi de cette évolution et de cette mutation où il faut que tous les professionnels de santé acceptent de se détacher d'une certaine autorité sur les prises en charge. En gros, il faut que les médecins acceptent de considérer que d'autres professionnels de santé, il y a des transferts de compétences qui doivent être mis en place, que ce qu'apporte un médecin, c'est autre chose, qu'il est dans la démarche diagnostique, mais que certains actes, et j'ai fait passer les vaccinations par les pharmaciens, par les infirmiers, ça doit être fait par d'autres. C'est difficile. Comme dans toute mutation, il y a d'abord une phase de déni, une phase de refus, et puis on voit bien qu'on avance maintenant vers du partage de compétences plus élargi, dont le domicile, les partenaires qui travaillent à domicile font totalement partie, mais là aussi, c'est un petit peu mon mantra actuellement, attention aux excès de financiarisation, c'est-à-dire que ça doit être tout ça dans un cadre éthique, bien entendu, très professionnel, mais aussi, il ne faut pas oublier que l'argent de la sécurité sociale, c'est notre argent, c'est l'argent des Français, et il faut l'utiliser au plus juste. Voilà, ce sera cette fois le mot de la fin. Merci François Braun d'avoir répondu à mes questions. Il y avait encore plein d'autres questions parce que le sujet de la santé est passionnant et les chantiers sont multiples. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir joué aussi le jeu de la confidence pour cette émission de Sans Filtre organisée avec Orange et la maison Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous le 25 juin pour une nouvelle émission et nous accueillerons la présidente du département Meurthe-et-Moselle, Céleste Kirouni. À bientôt.